Une conductrice est venue remorquer une vieille voiture pensant qu'elle était vide. Mais la vitre s'est baissée et un homme élégant l'a fixée en silence. C'était un millionnaire déguisé, observant tout exprès. Qu'il a fait ensuite, a fait fondre la conductrice en larmes et a choqué tout le pays. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Continuons. Le soleil brûlant de Lyon accablait l'asphalte en cet après-midi de jeudi. Sophie Dubois ajusta sa casquette usée sur ses cheveux bouclés tout en manœuvrant sa dépanneuse sur l'avenue Charles de Gaulle. À 32 ans, son visage portait les marques d'une femme qui affrontait la vie avec détermination, malgré des circonstances pas toujours favorables. Ses yeux marrons attentifs observaient la circulation chaotique de cette ville de l'intérieur français, connue pour son développement économique et les contrastes sociaux qui marquaient son paysage urbain. Depuis qu'elle avait pris le volant de la dépanneuse de la mairie, il y a 5 ans, Sophie avait appris à faire face aux regards et étonnés. Femme dépanneuse, disaient certains, essayant de diminuer sa présence dans cet univers majoritairement masculin. Mais à chaque voiture remorquée, à chaque conducteur aidé, elle gagnait sa place avec professionnalisme et une empathie rare. Unité. 7. Nous avons un véhicule en stationnement interdit dans la zone sud, près du centre commercial Confluence. Intervention urgente demandée. La voix métallique de la radio interrompit ses pensées. Sophie ajusta le rétroviseur, respira profondément et répondit avec assurance. Unité 7 en route, temps d'arrivée estimé 12 minutes. Tandis qu'elle conduisait dans les rues animées, ses pensées oscillaient entre la réalité du présent et les rêves qu'elle nourrissait encore. Elle avait étudié la gestion le soir, conciliant ses études avec son travail de chauffeur de bus, avant d'obtenir le poste d'opératrice de dépanneuse. Malgré son diplôme rangé dans un tiroir, les opportunités n'avaient jamais frappé à sa porte. Un jour, pensait-elle toujours, un jour j'utiliserai ce que j'ai appris pour faire quelque chose de plus grand. Marc, le seul collègue qui la traitait d'égal à égal dans l'entreprise, disait souvent qu'elle était un gâchis de talent sur cette dépanneuse. « Tu penses trop grand pour rester coincée derrière ce volant, Sophie ?» Et elle souriait, reconnaissante pour cette reconnaissance mais consciente des limites que la vie imposait. En approchant de l'endroit indiqué, Sophie aperçut une Citroën C3 grise, modèle simple et un peu usé par le temps, stationnée devant une zone de chargement et déchargement. Rien qui attire particulièrement l'attention parmi les voitures luxueuses qui circulaient dans le quartier du centre commercial. Procédure standard. Photographier, enregistrer, vérifier s'il y avait quelqu'un à l'intérieur puis remorquer. En descendant de la dépanneuse, elle sentit le poids du soleil sur ses épaules. Vêtue de l'uniforme bleu de la mairie, elle s'approcha du véhicule et remarqua qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Un homme d'environ 45 ans, portant des lunettes à monture simple et une chemise blanche avec les manches retroussées jusqu'au coude. Il semblait absorbé par des guettés, une note qu'il prenait dans un carnet. « Bonjour, monsieur. Ce véhicule est en stationnement interdit et je dois le remorquer », annonça Sophie, gardant le ton professionnel qu'elle avait appris à utiliser dans ces situations. L'homme leva les yeux de son carnet. Il y avait en lui une sérénité qui contrastait avec l'agitation habituelle des conducteurs pris en infraction. Sans hâte, il rangea son stylo dans la poche de sa chemise et sourit avec gentillesse. « Pardonnez-moi, je suis en retard pour une réunion et je me suis arrêté juste quelques minutes pour organiser mes notes, » expliqua-t-il, d'une voix calme et avec un accent qui révélait des origines du sud de la France. « Je n'ai vraiment pas vu le panneau. » Sophie était habituée aux excuses les plus variées, mais quelque chose dans la manière dont cet homme s'exprimait semblait authentique. Il n'y avait pas l'arrogance typique de ceux qui se croyaient au-dessus des règles, ni l'agressivité défensive de ceux qui savaient être en tort. « Je suis désolé, monsieur, mais les règles sont claires. Le véhicule a déjà été enregistré dans le système et je dois procéder à l'enlèvement, » expliqua-t-elle, montrant la contravention déjà imprimée. « Vous pouvez récupérer vos affaires et ensuite vous présenter à la fourrière municipale pour régulariser la situation. » L'homme acquiesça sans protester. Il sortit de la voiture avec une serviette en cuir usée qui contrastait avec son apparence soignée. Pendant que Sophie commençait les procédures pour le remorquage, il resta à observer, les mains dans les poches
et une expression contemplative. « Vous semblez faire cela avec beaucoup de précision », commenta-t-il, alors qu'elle avait déjà positionné les sangles de fixation. « 5 ans de pratique », répondit Sophie sans interrompre son travail, « et beaucoup de voitures remorquées. J'imagine que ce n'est pas un travail facile. Les gens doivent être assez mécontents. » Sophie se permit un bref sourire. « Mécontent est un euphémisme, monsieur. On m'a appelé par tous les noms possibles et certains impossibles à répéter en public. » L'homme rit, un rire sincère qui fit Sophie se sentir plus à l'aise. « Je m'appelle Thomas Leroy, » se présenta-t-il. Tendant la main, « Sophie Dubois, » répondit-elle, serrant brièvement sa main avant de retourner au travail. « Et qu'est-ce qui vous maintient dans ce travail, Sophie? À part le salaire, bien sûr. » La question la prit par surprise. Rarement quelqu'un montrait un intérêt sincère pour sa vie ou ses motivations. Pendant un instant, elle pensa répondre par une phrase générique, mais quelque chose chez cet homme inspirait confiance. « Je crois que tout travail a un but plus grand que le salaire à la fin du mois, » répondit-elle, vérifiant la fixation des sangles. « Quand je retire une voiture qui bloque une rampe d'accès pour handicapés, j'aide des personnes à mobilité réduite. Quand je libère une voie congestionnée, j'aide des centaines de personnes à rentrer chez elles plus tôt pour retrouver leur famille. » Thomas l'observait avec un intérêt croissant. C'est une façon intéressante de voir un travail que la plupart des gens considèrent comme impopulaire. Quelqu'un doit faire le travail impopulaire, n'est-ce pas? Rétorqua-t-elle, actionnant le mécanisme qui soulèverait la C3. Je préfère penser que je fais partie de quelque chose de plus grand, même si les gens ne s'en rendent pas compte. Pendant que la voiture était soulevée, Thomas resta silencieux, observant non seulement la procédure technique, mais principalement la femme qui l'exécutait avec tant de compétence. Il y avait une dignité chez Sophie qui l'intriguait, une force intérieure qui semblait défier les circonstances. « Puis-je vous accompagner jusqu'à la fourrière ?» demanda-t-il, quand la voiture fut correctement positionnée sur la dépanneuse. Sophie hésita. Ce n'était pas contre les règles, mais ce n'était pas courant non plus. Les propriétaires préférèrent généralement prendre un taxi ou demander un VTC pour récupérer leur véhicule plus tard. « Bien sûr, si vous préférez », répondit-elle, indiquant le siège passager. « Mais c'est un trajet d'une demi-heure, jusqu'à la fourrière. »« Parfait, » répondit Thomas, avec un enthousiasme qui ne correspondait pas à quelqu'un dont la voiture venait d'être remorquée. « J'ai quelques questions sur Lyon que j'aimerais vous poser, si cela ne vous dérange. »« Passe !» Alors que Sophie attachait sa ceinture de sécurité et démarrait le moteur, elle ne pouvait imaginer que cet après-midi apparemment ordinaire de jeudi marquerait le début d'un voyage qui transformerait complètement sa vie. La dépanneuse traversait les rues de Lyon avec son ronronnement caractéristique de moteur. Dans la cabine, un silence initial qui fit bientôt place à une conversation étonnamment agréable. Sophie, habituée aux plaintes et à la mauvaise humeur des conducteurs dont les voitures étaient remorquées, était intriguée par la sérénité de Thomas. « Vous ne semblez pas très préoccupé par le remorquage de votre voiture », commenta-t-elle, alors qu'ils attendaient que le feu passe au vert sur l'avenue des Frères Lumière. « D'abord, appelez-moi Thomas, s'il vous plaît. Monsieur me fait sentir plus vieux que je ne le suis déjà, » sourit-il, ajustant ses lunettes. « Et deuxièmement, j'ai appris il y a longtemps que s'inquiéter de ce qu'on ne peut pas changer est un gaspillage d'énergie précieuse. La voiture. Et remorquez, je vais payer l'amende, la vie continue. » Sophie jeta un regard curieux au passager. Philosophie intéressante pour quelqu'un dont la voiture vient d'être remorquée. « Disons que j'ai une relation différente avec les biens matériels, » répondit-il, regardant par la fenêtre les façades des commerces qui défilaient. « Vous êtes de Lyon même, né et élevé à la Croix-Rousse, au nord de la ville, » répondit-elle avec une certaine fierté. « Quartier simple mais plein de gens travailleurs. » « On voit la fierté dans vos paroles, » observa Thomas. « Ce sentiment d'appartenance est quelque chose que beaucoup de gens ont perdu de nos jours. » Le feu passa au vert, et Sophie se reconcentra sur la circulation. Il y avait quelque chose de différent chez cet homme. Ce n'était pas seulement le calme face à l'inconvénient, mais la façon dont il s'exprimait, comment il observait les choses autour de lui, avec un intérêt authentique. « Et vous? Vous n'êtes pas d'ici, d'après votre accent ?» demanda-t-elle, prenant la voix expresse. « Je suis née à Marseille, mais j'ai vécu dans tant de villes que parfois je me demande où est ma maison. »
répondit-il avec un ton mélancolique. Je suis à Lyon depuis seulement 3 mois, je découvre la région. Pour le travail? Disons que travail et plaisir se mélangent dans ce que je fais, répondit-il, énigmatique. J'ai quelques projets en tête pour la région. Sophie acquiesça, curieuse, mais ne voulant pas paraître indiscrète. La circulation devenait plus dense à mesure qu'ils approchèrent du centre-ville. Profitant d'un arrêt plus long au feu rouge, elle observa mieux son passager. Il portait des vêtements simples, mais de bonne qualité. Ses chaussures, bien qu'elles ne fussent pas de marque, ostentatoires, étaient bien entretenues. Ses mains montrèrent des signes de quelqu'un qui avait déjà effectué un travail manuel, avec de petites cicatrices et des callosités qui contrastaient avec l'apparence générale d'un homme de bureau. « Vous m'avez dit que vous travaillez depuis 5 ans comme opératrice de dépanneuse, » reprit Thomas. « Est-ce vraiment ce que vous avez toujours voulu faire ?» La question, posée sans aucun ton de jugement, provoqua chez Sophie un moment de réflexion. Depuis combien de temps quelqu'un s'intéressait-il sincèrement à ses rêves? « En fait, j'ai un diplôme en gestion, » révéla-t-elle, ressentant un étrange soulagement à partager cela avec un inconnu. « J'ai étudié le soir pendant 4 ans tout en travaillant comme chauffeur de bus. »« Impressionnant, » répondit Thomas, et il y avait de la sincérité dans sa voix. « Concilier travail et études demande de la détermination. Et pourquoi? N'avez-vous pas poursuivi une carrière dans le domaine administratif ?» Sophie soupira, se rappelant les innombrables CV envoyés, les entretiens qui ne se convertissaient jamais en propositions concrètes, les portes qui se fermaient sans explication. « J'ai essayé pendant presque 2 ans, mais les opportunités ne sont pas venues et les factures doivent être payées. Alors quand le poste d'opératrice de dépanneuse s'est présenté, avec un salaire meilleur que celui de chauffeur de bus, je n'ai pas hésité. »« Je comprends, » murmura Thomas pensif. « Parfois la vie nous met sur des chemins que nous n'avions pas prévus, mais qui peuvent mener à des endroits inattendus. » La conversation coulait avec une naturelle surprenant. Pendant qu'ils parcouraient les rues de la ville, Sophie se retrouva à parler de sa mère, Madame Joséphine, qui avait élevé 3 enfants seuls en travaillant comme femme de ménage, de son frère aîné, Antoine, qui avait obtenu une bourse pour étudier l'ingénierie à Paris, et de sa sœur cadette, Claire, qui rêvait d'être médecin et étudiait sans relâche pour le baccalauréat. Thomas écoutait avec une attention sincère, posant des questions pertinentes, s'intéressant aux détails qu'elle partageait. Il y avait chez lui une qualité rare, la capacité d'écouter véritablement, sans interrompre, sans juger. Quand ils arrivèrent à la fourrière municipale, située dans une zone industrielle à la périphérie de la ville, Sophie ressentit une étrange déception. La conversation avait été si agréable que le trajet lui avait semblé plus court que d'habitude. « Eh bien, nous sommes arrivés », annonça-t-elle, garant la dépanneuse dans la zone désignée. « Maintenant, il vous suffit de suivre cette porte et d'effectuer les procédures pour libérer le véhicule. Vous devrez payer l'amende et les frais d'enlèvement. » Bien sûr, acquiesça Thomas, mais il ne fit pas mine de sortir immédiatement. Il regarda Sophie comme s'il prenait une décision. « Avant, j'aimerais vous remercier pour la conversation. C'était éclairant. » Sophie sourit, un peu gênée. « C'est moi qui vous remercie. Ce n'est pas courant d'avoir des passagers aussi compréhensifs. Les apparences sont trompeuses, n'est-ce pas ?» réfléchit-il avec un sourire énigmatique. « Nous voyons une voiture simple, un homme ordinaire, et nous faisons des suppositions. De la même façon, nous voyons une femme conduisant une dépanneuse et n'imaginons pas la gestionnaire talentueuse derrière l'uniforme. » Il y avait quelque chose dans ces paroles qui résonnait profondément en Sophie. C'était comme s'il pouvait voir au-delà de la surface, au-delà de ce que les yeux pouvaient voir. « Puis-je vous poser une question personnelle ?» continua Thomas après une brève pause. « Si vous pouviez réaliser un projet, quelque chose, qui ferait vraiment une différence dans la communauté, que serait-ce ?» La question prit Sophie par surprise. Elle fronça les sourcils, pensive. Ce n'était pas quelque chose sur quoi elle réfléchissait habituellement, bien qu'elle ait toujours eu un malaise latent concernant les inégalités qu'elle voyait quotidiennement dans son travail. « Ça m'a toujours dérangé de voir comment les personnes à faible revenu sont plus pénalisées par les règles de circulation et de stationnement, » commença-t-elle, organisant ses pensées tout en parlant. « Non pas que les règles ne doivent pas exister, bien sûr qu'elles le doivent. Mais pensez-y, une amende et des frais d'enlèvement peuvent ne représenter presque rien pour quelqu'un de riche,
alors qu'ils peuvent signifier compromettre l'alimentation, du moins pour une famille pauvre. Thomas acquiesça, l'encourageant à continuer. « Je créerai un programme d'aide pour les personnes qui n'ont vraiment pas les moyens de supporter ces dépenses. Quelque chose comme un fonds social qui pourrait aider dans les cas avérés de besoins extrêmes, peut-être associé à des cours d'éducation routière. Il ne s'agirait pas simplement de pardonner les amendes, mais de créer des alternatives pour ceux qui ne peuvent vraiment pas payer. » « Intéressant, » commenta Thomas, avec une lueur particulière dans le regard. « Avez-vous déjà pensé à comment mettre en œuvre quelque chose comme ça ?» Sophie rit, un rire qui mêlait incrédulité et frustration. « Bien, sûr, j'ai même un projet écrit dans le tiroir de ma maison. Mais qui écouterait une dépanneuse parler de politique publique? Les apparences te sont trompeuses, comme nous l'avons dit, » réitéra Thomas sur un ton énigmatique. Puis, comme s'il prenait une décision soudaine, il sortit une carte de sa poche et la tendit à Sophie. « Peut-être que ce projet mérite de sortir du tiroir. Si vous êtes intéressé à en discuter davantage, appelez-moi. » Sophie prit la carte, confuse. Il y était simplement imprimé Thomas Leroy suivi d'un numéro de téléphone et d'une adresse e-mail. Aucun poste, aucune entreprise, aucune information supplémentaire. « Discuter de quoi exactement ?» demanda-t-elle, intriguée. « De comment transformer de bonnes idées en réalité, répondit-il, ouvrant la porte de la dépanneuse. Je crois que les talents ne doivent pas rester cachés, encore moins les projets qui peuvent faire la différence. Dans la vie des gens. » Avant que Sophie ne puisse formuler d'autres questions, Thomas descendit du véhicule et se dirigea vers le bâtiment administratif de la Fourrière. Elle resta assise, regardant la carte dans ses mains, avec l'étrange sensation que quelque chose d'important venait de se produire dans sa vie. Le reste de la journée se déroula comme n'importe quel autre. Plus d'appels, plus de voitures, remorqués, plus de conducteurs frustrés. Mais il y avait une différence subtile, une inquiétude, une étincelle de possibilités que Sophie ne parvenait pas à éteindre. À la fin de son service, alors qu'elle rangeait ses affaires dans le petit casier du vestiaire, la carte de Thomas glissa de la poche de sa chemise. Marc, qui arrangeait son propre sac à proximité, remarqua le mouvement. « Qu'est-ce que c'est, Sophie? Quelqu'un a enfin reconnu ton talent et t'a offert un emploi décent ?» plaisanta le collègue, sans savoir à quel point il était proche. « De la vérité. Je ne sais pas, Marc, » répondit-elle, rangeant soigneusement la carte dans son portefeuille. « Mais peut-être, juste peut-être, quelque chose est sur le point de changer. » Ce soir-là, en arrivant dans le petit appartement qu'elle partageait avec sa mère et sa sœur dans le quartier de la Croix-Rousse, Sophie sortit d'un tiroir un dossier usé. À l'intérieur, des feuilles manuscrites détaillaient le projet qu'elle avait mentionné à Thomas, avec des calculs, des estimations et des partenariats possibles. Elle relut ces pages avec un regard neuf, se demandant si elle devait vraiment appeler ce numéro le lendemain. La nuit fut agitée pour Sophie. Ses rêves mélangeaient dépanneuse, voiture remorquée et la figure énigmatique de Thomas Leroy. Elle se réveilla avant même que le réveil ne sonne, avec la carte toujours sur la table de chevet, comme si le simple morceau de papier exerçait une force magnétique sur ses pensées. « Ma fille, ça va? Tu n'as même pas touché à ton café ?» demanda Madame Joséphine tandis que Sophie remuait distraitement la cuillère dans la tasse. « Oui, maman, je réfléchis juste à des choses du travail, » répondit-elle, évitant de mentionner l'étrange rencontre de la veille. Elle connaissait bien sa mère pour savoir qu'elle se remplirait immédiatement d'espoir concernant de nouvelles opportunités professionnelles pour sa fille. « Ça doit être important pour t'enlever le sommeil comme ça, » commenta la dame, avec la sagesse de quelqu'un qui connaissait chaque changement subtil dans le comportement de ses enfants. « Quoi que ce soit, fais confiance à ton instinct. Tu as toujours eu une bonne tête pour les décisions. » Ces mots simples apportèrent un réconfort inattendu. Sophie finit rapidement son café et partit au travail 15 minutes plus tôt que d'habitude. En chemin, elle s'arrêta dans une boulangerie et acheta un pain au chocolat pour Marc dans une tentative de le soudoyer pour quelques minutes de conversation franche avant le début du service. « Pot de vin accepté », plaisanta le collègue quand elle lui tendit le sachet encore chaud. « Maintenant, dis-moi ce qui tronche de l'intérieur, parce que ce pain au chocolat n'est pas gratuit. » Sophie montra la carte de Thomas et raconta l'étrange rencontre de la veille, la conversation dans la dépanneuse, son intérêt pour son projet social. « Et tu ne sais pas qui il est ?» questionna Marc, fronçant les sourcils.
Ça pourrait être une arnaque, Sophie. Fais attention. J'y ai pensé aussi, admit-elle. Mais il y a quelque chose chez lui. Je ne sais pas expliquer. Il ne semblait pas essayer de me tromper. Eh bien, facile à découvrir, répondit Marc, sortant son téléphone. Allons chercher son nom sur Google et voyons ce qui apparaît. Leurs yeux s'écarquillèrent devant les résultats de la recherche. Thomas Leroy, 47 ans, entrepreneur et philanthrope, fondateur de Leroy Investissements Sociaux, lut Marc à haute voix. Fortune estimée à plus de 200 millions, mais connu pour son style de vie discret et ses projets d'impact social dans diverses villes françaises. « Hein, ça ne peut pas être le même », murmura Sophie, incrédule. Le type que j'ai remorqué conduisait une vieille C3. Marc continua à faire défiler l'écran. « Regarde la photo de lui recevant un prix l'année dernière. Ça ressemble à ton gars. » L'image montrait Thomas dans un costume élégant mais discret, recevant un prix de responsabilité sociale. Malgré la tenue formelle, c'était incontestablement le même homme que celui de la C3 grise. « Mon Dieu !» fut tout ce que Sophie put dire. « Appelle-le maintenant !» insista Marc, lui poussant le téléphone. « Une opportunité comme celle-là ne tombe pas du ciel tous les jours. » Et je dis quoi ? « Salut, désolé d'avoir remorqué ta voiture, mais maintenant que je sais que tu es millionnaire, je suis intéressé par ta proposition ?» questionna-t-elle sarcastique. « Non, idiote. Dis que tu as réfléchi à votre conversation, que tu es intéressé à discuter du projet. Sois professionnel, conseilla son ami. Respirant profondément, Sophie prit le téléphone et composa le numéro. Après 3 sonneries, la voix calme de Thomas répondit « Thomas Leroy. »« Bonjour, c'est Sophie Dubois, l'opératrice de dépanneuse d'hier. » se présenta-t-elle, se sentant soudainement stupide. « Sophie, quel plaisir d'entendre votre voix. J'attendais votre appel, » répondit-il avec un enthousiasme sincère. « Vous avez réfléchi à notre conversation. » « Oui, et j'aimerais en savoir plus sur... »« Eh bien, sur ce que vous avez proposé exactement, » répondit-elle, essayant de garder son sang-froid. « Que diriez-vous de nous rencontrer aujourd'hui après votre service ? Je peux passer à la fourrière municipale à 18h, si cela vous convient. »« Oui, ce serait parfait, » répondit Sophie, assimilant encore la situation. « Parfait. Et Sophie, apportez votre projet. J'ai hâte de mieux le connaître. » En raccrochant, Sophie trouva Marc qui la regardait avec un énorme sourire. « Tu vois, qu'est-ce que je t'ai dit ? Maintenant, va remorquer quelques voitures et prépare-toi à changer de vie. » Le reste de la journée passa dans un flou d'activités routinières qui semblait déconnectées de la réalité. À chaque voiture qu'elle remorquait, Sophie se demandait si elle n'avait pas tout imaginé. Comment un millionnaire philanthrope avait-il croisé son chemin juste parce qu'il s'était garé illégalement ? La coïncidence semblait trop grande pour être vraie. À 17h30, elle retourna à la fourrière plus tôt que d'habitude. Elle échangea son uniforme contre un jean et un chemisier bleu clair qu'elle gardait dans son casier pour les urgences, coiffa ses cheveux bouclés et appliqua un rouge à lèvres discret. Dans son sac, le dossier avec le projet qu'elle n'avait jamais imaginé présenter à quelqu'un d'aussi influent. Ponctuellement à 18h, une voiture se gara à l'entrée de la fourrière. Ce n'était pas la C3 grise, mais une Peugeot berline noire discrète mais élégante. Thomas descendit du véhicule, vêtu d'un pantalon de costume et d'une chemise bleue sans cravate. Il sourit en voyant Sophie s'approcher. « Merci d'avoir accepté de discuter », la salua-t-il. « Préférez-vous que nous parlions ici ou pouvons-nous aller dans un endroit plus tranquille ? » « Un endroit plus tranquille serait préférable, » répondit-elle, se sentant encore mal à l'aise en présence de cet homme qui, elle le savait maintenant, dirigeait une fortune considérable. Pendant le trajet jusqu'à un café du centre-ville, Thomas sembla sentir la tension de Sophie. « J'imagine que vous avez fait des recherches sur moi », commenta-t-il avec un sourire compréhensif. « Oui », admit-elle sans détour. « Pourquoi ne pas m'avoir dit qui vous étiez dès le début ? » « Parce que je voulais une conversation authentique, » expliqua-t-il, conduisant tranquillement dans la circulation de la ville. « Quand les gens découvrent ma situation financière, la dynamique change. Ils deviennent artificiels, calculateurs ou excessivement déférents. Je préfère connaître les gens tels qu'ils sont réellement. » Sophie réfléchit à ces paroles. Il y avait une logique indéniable en elle. « Et pourquoi vous êtes-vous intéressé à mon projet ? Vous ne le connaissez même pas encore. »« Je m'intéresse aux personnes avant les projets, » répondit Thomas. « J'ai vu en vous quelque chose de rare, quelqu'un qui voit au-delà de l'évident,
qui parvient à transformer un travail apparemment ingrat en quelque chose de significatif. Des personnes comme vous ont le potentiel pour de grandes réalisations. Le café choisi par Thomas était un établissement élégant mais pas ostentatoire, un endroit où personne ne les dérangerait ou ne reconnaîtrait l'entrepreneur. Assis à une table discrète au fond, avec 2 tasses de café expresso entre eux, ils purent finalement parler plus ouvertement. « Alors parlez-moi de ce projet que vous avez mentionné hier », demanda Thomas, après avoir échangé quelques banalités. Sophie ouvrit le dossier et commença à expliquer. Au fur et à mesure qu'elle parlait, sa timidité initiale céda la place à l'enthousiasme sincère pour une idée qu'elle nourrissait depuis des années. Elle expliqua comment fonctionnerait le fonds d'assistance pour les personnes sans moyens, de payer les amendes et frais d'enlèvement, comment serait fait le tri des bénéficiaires, comment les cours d'éducation routière fonctionneraient comme contrepartie. L'idée est que ce ne soit pas simplement de l'assistanat, souligna-t-elle. Les personnes recevraient de l'aide, mais seraient également éduquées pour éviter de futures infractions et pourraient même devenir des multiplicateurs de cette connaissance dans leur communauté. Thomas écoutait attentivement, prenant des notes occasionnelles et posant des questions pertinentes. Il n'y avait pas de condescendance dans son regard, seulement un intérêt sincère et du respect pour les idées présentées. « Très bien structuré », commenta-t-il quand Sophie termina sa présentation. « Je vois que vous avez pensé à pratiquement tous les aspects opérationnels et financiers. Il ne manque que quelques détails d'implémentation pratique, que je n'ai jamais pensé avoir la chance de résoudre, compléta-t-elle avec un soupir. Ce projet est resté dans le tiroir, parce que je n'ai jamais eu accès aux personnes qui pourraient le rendre réalité. Jusqu'à maintenant, sourit Thomas. Puis, adoptant une posture plus formelle, il continua « Sophie, j'ai une proposition pour vous. Le Roi et Investissements Sociaux cherche des projets innovants à soutenir à Lyon, dans le cadre de notre expansion. Votre projet a le potentiel pour être l'un d'eux, mais avant, j'aimerais mieux connaître vos capacités de gestion et créative. » Le tout sein de cœur de Sophie s'accéléra. « Qu'est-ce que vous proposez exactement ? » Un stage rémunéré de 3 mois dans notre entreprise. Vous travailleriez directement avec moi sur le développement et la mise en œuvre de projets sociaux, acquérant une expérience pratique et affinant vos compétences. À la fin de cette période, nous reverrions votre projet et si tout se passe bien, il pourrait recevoir un financement intégral pour sa mise en œuvre. Sophie eut l'impression que l'air avait été aspiré de ses poumons. Mais mon travail actuel, je ne peux pas simplement l'abandonner. Le stage serait à temps partiel compatible avec votre emploi actuel, 6 heures par jour, 3 jours par semaine. La rémunération serait équivalente à ce que vous gagnez actuellement à la mairie, proportionnellement au temps consacré. La proposition était trop tentante pour être vraie. Sophie se permit un moment de méfiance. Pourquoi moi ? Il doit y avoir des centaines de personnes plus qualifiées, avec plus d'expérience dans les projets sociaux. Thomas sourit, comme s'il attendait cette question. Les diplômes et les CV impressionnent, Sophie, mais ce que je recherche vraiment, ce sont des personnes avec une vision, de l'empathie et la capacité de transformer des idées en solutions pratiques. Vous avez démontré toutes ces qualités. De plus, vous connaissez la réalité locale comme peu le font. Votre expérience de dépanneuse vous a donné une perspective unique sur les problèmes que votre projet vise à résoudre. Sophie laissa ces mots pénétrer sa conscience. C'était comme si quelqu'un reconnaissait enfin non seulement son potentiel académique, mais aussi la précieuse expérience qu'elle avait accumulée dans un travail généralement sous-estimé. « Quand commencerai-je » demanda-t-elle, se sentant à la fois anxieuse et craintive. « Lundi prochain, si vous êtes disponible, » répondit Thomas. « Notre bureau se trouve dans l'immeuble métropolitain au centre. Vous pouvez vous présenter à 9 heures. » « Je dois réfléchir, » dit Sophie, sentant le poids de la décision. « C'est un changement significatif dans ma routine. » « Bien sûr, » acquiesça. Thomas, compréhensif. « Prenez le temps dont vous avez besoin. Mais sachez que des opportunités comme celle-ci frappent rarement à la porte 2 fois. » À la fin de la rencontre, Thomas la ramena à la fourrière municipale où sa voiture était garée. Avant de se séparer, il lui remit une enveloppe. « Le contrat de stage et tous les détails sont ici, » expliqua-t-il. « Lisez tranquillement, consultez qui vous avez besoin de consulter.
Je suis disponible pour clarifier tout doute. » Ce soir-là, assise à la table de la petite cuisine avec sa mère, et sa sœur Sophie partagea enfin les événements des 2 derniers jours. Madame Joséphine, les larmes aux yeux, prit les mains de sa fille entre les siennes. « J'ai toujours su que ta place n'était pas sur cette dépanneuse, ma fille. Dieu met des anges sur notre chemin quand on s'y attend le moins. Je ne sais toujours pas si je dois accepter, maman, et si c'était une sorte d'erreur. Fais s'il est déçu par moi, et si c'était la chance que tu as toujours attendue, rétorqua Claire, la sœur cadette. Sophie, tu as toujours pris soin de nous. Tu as toujours mis tes rêves au second plan. Peut-être qu'il est temps de prendre un risque. » Tard dans la nuit, alors que tout le monde dormait, Sophie repassait mentalement chaque détail de la conversation avec Thomas. Les doutes persistaient, mais une certitude commençait à se former. Elle se trouvait à un carrefour qui pourrait complètement changer le cours de sa vie. Le siège de Leroy Investissements Sociaux occupait tout le 12e étage de l'immeuble métropolitain, l'un des rares gratte-ciel modernes de Lyon. Ce lundi matin, Sophie se vit reflétée dans les portes-miroirs de l'ascenseur, reconnaissant à peine la femme en blazer bleu marine et pantalon de tailleur qui la regardait en retour. Ses cheveux bouclés, généralement attachés en chignon fonctionnel sous la casquette de la mairie, encadraient maintenant son visage en boucle bien définie. 12e étage, annonça la voix électronique de l'ascenseur. Les portes s'ouvrirent sur un espace vaste et lumineux, avec des murs de verre qui offraient une vue panoramique sur la ville. Il n'y avait pas l'ostentation que Sophie attendait d'une entreprise milliardaire, mais plutôt une élégance discrète, avec des meubles en bois durable et des plantes stratégiquement réparties dans l'environnement. « Bonjour, vous devez être Sophie Dubois », salua une jeune femme au sourire accueillant à la réception. « Je suis Amélie, l'assistante de Monsieur Leroy. Il m'a demandé de vous conduire directement à la salle de réunion dès votre arrivée. » Suivant Amélie dans les couloirs, Sophie observait avec curiosité les employés qui travaillaient à des postes ouverts, sans cloisons ni boxes individuelles. Il y avait une diversité notable dans l'environnement, des personnes de différents âges, ethnies et styles vestimentaires, toutes semblant être véritablement impliquées dans leurs activités. La salle de réunion était un espace confortable, avec une table ovale en bois rustique et des chaises ergonomiques. Les murs affichaient des cartes et des infographies détaillant des projets sociaux dans diverses régions du pays. Thomas était déjà là, conversant avec animation avec 3 autres professionnels. « Ah, Sophie, quelle bonne chose que vous... Soyez arrivée !» s'exclama-t-il en la voyant. « Venez, je veux vous présenter à notre équipe de développement de projets. » Les présentations furent rapides, mais chaleureuses. Élise Martin, sociologue spécialisée en politique publique, Pierre Girard, avocat axé sur le droit social, et Nicolas Bernard, ingénieur environnemental et spécialiste en durabilité urbaine. Je leur ai parlé de votre projet et ils sont impatients d'en entendre plus de détails directement de vous, expliqua Thomas, indiquant une chaise à Sophie. Maintenant, mais je n'ai rien préparé. Je pensais qu'aujourd'hui serait juste un jour d'orientation pour connaître l'entreprise, balbutia-t-elle, sentant la panique monter. La meilleure façon de connaître notre manière de travailler est de s'y plonger, sourit Thomas. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une présentation formelle. Partagez simplement votre idée comme vous l'avez fait avec moi au café. Respirant profondément, Sophie commença à parler de son projet. D'abord hésitante, elle retrouva bientôt le même enthousiasme qu'elle avait ressenti en l'expliquant à Thomas. Au fur et à mesure qu'elle parlait, les 3 professionnels prenaient des notes et échangeaient des regards d'approbation. C'est une approche innovante car elle combine l'assistance financière avec l'éducation et la responsabilité sociale, conclut-elle, après environ 20 minutes d'exposition. « Excellent, Sophie », complimenta Élise, la sociologue. « Je travaille avec les politiques publiques depuis 15 ans et je vois rarement des propositions aussi bien fondées sur l'expérience pratique. Il y a quelques défis juridiques pour mettre en œuvre le partenariat avec les organismes publics, mais rien que nous ne puissions résoudre avec les bonnes connexions, ajouta Pierre, l'avocat. La réunion s'étendit sur près de 2 heures, l'équipe disséquant chaque aspect du projet, suggérant des ajustements et des extensions, toujours avec un respect sincère pour les idées originales de Sophie. C'était une dynamique différente de tout ce qu'elle avait expérimenté. Un environnement où ses contributions
étaient véritablement valorisés. Bien, je pense que nous avons un excellent point de départ, conclut Thomas, clôturant la réunion. Sophie, dans les prochains jours, vous travaillerez directement avec Élise pour affiner la méthodologie du projet. Pierre explorera les possibilités légales de partenariat avec la mairie et Nicolas évaluera comment nous pouvons intégrer des aspects de durabilité environnementale. La matinée passa à toute vitesse et quand Sophie s'en rendit compte, il était déjà midi passé. Thomas l'invita à déjeuner au restaurant de l'immeuble, un espace élégant sur la terrasse avec vue sur le parc de la Tête d'Or. « Alors, qu'avez-vous pensé de votre première journée ?» demanda-t-il tandis qu'il savourait un repas léger. « Honnêtement, j'essaie d'assimiler tout, » admit-elle. « C'est tellement différent de ce à quoi je suis habitué. Sur la dépanneuse, je suis des procédures établies, je résous. À des problèmes immédiats. Ici, nous pensons à des solutions à long terme, à des transformations structurelles. » « Et cela vous fait peur ?»« Un peu, » confessa Sophie, « mais d'une manière stimulante. C'est comme si j'utilisais enfin des capacités que j'ai toujours su que j'avais, mais que je n'ai jamais eu la chance d'explorer. » Thomas sourit, satisfait. « C'est exactement ce que je recherche quand j'embauche des personnes comme vous, des talents en sommeil attendant la bonne opportunité pour s'épanouir. » Les semaines suivantes furent un apprentissage intense pour Sophie. Les lundis, mercredis et vendredis, elle se consacrait au stage chez Leroy Investissements Sociaux, plongeant dans les concepts d'entrepreneuriat social, de gestion de projets et de collecte de fonds. Les autres jours, elle continuait son travail comme opératrice de dépanneuse, voyant maintenant la ville et ses défis avec de nouveaux yeux. « Tu es différente, Sophie », commenta Marc durant une pause café, presque un mois après le début du stage. « Il y a une lueur dans ton regard que tu n'avais pas avant. C'est parce que je vois enfin des possibilités, là où avant je ne voyais que des problèmes, » répondit-elle, souriant. « Tu sais qu'on est sur le point d'obtenir un partenariat avec la direction des transports pour mettre en œuvre un projet pilote du fonds d'assistance. » « Sérieusement ? Mais comment avez-vous convaincu les bureaucrates ? » « Nous avons montré que c'est avantageux pour tous. La mairie récupère une partie des valeurs qui seraient totalement perdues. Les gens reçoivent une éducation routière et un soutien social. Et la ville gagne en termes de mobilité et de citoyenneté. » L'enthousiasme de Sophie était contagieux. En peu de temps, le projet né de ses observations quotidiennes comme dépanneuse s'était transformé en une initiative concrète, avec des plans de mise en œuvre, un budget défini et un soutien institutionnel. À la fin du deuxième mois de stage, Thomas proposa un nouveau défi. Organiser un événement communautaire pour présenter le projet à la population et recueillir des retours des bénéficiaires potentiels. « Je veux que vous soyez la porte-parole », annonça-t-il à la surprise de Sophie. « Personne ne connaît mieux la réalité des rues et ne peut communiquer l'essence du projet de façon plus authentique. Moi, parler en public, Thomas, je ne sais pas si je suis prête pour ça. » « Vous êtes plus prête que vous ne l'imaginez, » affirma-t-il. « Rappelez-vous que vous avez géré des conducteurs furieux pendant des années. En comparaison, une présentation structurée à des personnes intéressées sera facile. » L'événement fut prévu pour un samedi, au centre culturel de la Croix-Rousse, précisément le quartier où Sophie avait grandi. Dans les semaines qui précédèrent, elle travailla sans relâche à la préparation, affinant la présentation, organisant des documents informatifs et répétant son discours. La veille du grand jour, pendant le dîner à la maison, Madame Joséphine remarqua la nervosité de sa fille. « Tu t'inquiètes pour demain, n'est-ce pas? Et si je n'y arrive pas, maman? Et si j'oublie tout? Ou si les gens ne prennent pas au sérieux une ex-dépanneuse parlant de politique publique ?» La dame prit fermement les mains de sa fille. « Sophie Dubois, tu es la fille d'une femme qui a élevé 3 enfants seule, en faisant le ménage dans des maisons de famille. Je n'ai jamais laissé les gens me diminuer pour cela, et tu ne laisseras pas non plus ton travail précédent définir qui tu es ou qui tu peux être. » Ces mots simples, chargés de vérité, calmèrent le cœur anxieux de Sophie. Sa mère avait raison. Son origine et ses expériences n'étaient pas des limitations, mais plutôt la source de sa force et de son authenticité. Le centre culturel était étonnamment plein ce samedi matin. Des habitants du quartier, des représentants d'associations communautaires, des fonctionnaires de la mairie et même certains de ses collègues dépanneurs étaient venus, curieux de connaître le projet. Vêtu d'un tailleur simple mais élégant,
Cadeau de Thomas pour l'occasion, Sophie monta sur la petite scène. Les jambes tremblaient, la bouche était sèche, mais quand elle commença à parler, sa voix trouva fermeté et conviction. « Bonjour à tous. Je m'appelle Sophie Dubois. Beaucoup d'entre vous me connaissent comme la dépanneuse du secteur Nord, celle qui a déjà remorqué la voiture de la moitié des personnes dans cette salle, commença-t-elle, arrachant des rires de l'audience. Aujourd'hui, je suis ici pour vous montrer comment cette expérience, que beaucoup considéreraient comme ingrate, m'a permis de voir une opportunité de transformation sociale. Au fur et à mesure que la présentation avançait, Sophie sentait la connexion avec le public grandir. Elle parlait en connaissance de cause des difficultés rencontrées par les familles à faible revenu quand leur véhicule était remorqué, de comment une simple amende pouvait déstabiliser des budgets déjà serrés, du manque d'informations adéquates sur les règles de circulation dans les communautés périphériques. Nous ne proposons pas simplement de pardonner les infractions, expliqua-t-elle avec conviction. Nous créons un système qui combine assistance, éducation et responsabilité partagée. Un système qui reconnaît que la loi doit être égale pour tous, mais que ses conséquences sont disproportionnellement plus sévères pour les plus vulnérables. La fin de la présentation, il y eut une chaleureuse salve d'applaudissements. Pendant la session de questions et suggestions, Sophie impressionna tout le monde par sa maîtrise du sujet et sa capacité d'articulation. Le projet, qui visait initialement seulement à aider avec les amendes et frais d'enlèvement, s'étendit avec les contributions de la communauté pour inclure également des cours de mécanique de base, l'orientation pour la régularisation, des documents et même une banque de pièces usagées pour des réparations d'urgence. « Vous avez été tout simplement brillante », complimenta Thomas, quand l'événement se termina. « Vous avez vu comment les gens ont répondu, comment ils se sont identifiés à vous et au projet. C'est ce que j'appelle authenticité et objectif aligné. » Épuisée, mais rayonnante, Sophie ressentit une émotion indescriptible. C'était comme si elle avait enfin trouvé sa place dans le monde, comme si toutes les années sur la dépanneuse avaient été en réalité une préparation pour ce moment. Sur le chemin du retour, accompagnée par Thomas qui avait insisté pour la raccompagner personnellement, Sophie regardait par la fenêtre de la voiture les rues familières de son quartier avec de nouveaux yeux. Chaque coin, chaque commerce modeste, chaque personne marchant sur le trottoir faisait partie d'une communauté qu'elle avait maintenant l'opportunité d'impacter positivement. « À quoi pensez-vous » demanda Thomas, remarquant son silence contemplatif. « Ah, comme la vie est étrange », répondit-elle avec un sourire serein. « Il y a 2 mois, j'étais juste la femme de la dépanneuse, faisant un travail que peu valorisaient. Aujourd'hui, je développe un projet qui peut transformer la vie de centaines de familles. Et ce n'est que le début, Sophie, seulement le début. » En arrivant à la maison, elle trouva sa famille et quelques voisins réunis pour une petite célébration surprise. Il y avait un gâteau simple sur la table de la cuisine et une banderole improvisée qui disait « Félicitations, Sophie ». Les yeux de Madame Joséphine brillaient de fierté. « Ma fille, j'ai toujours su que tu ferais la différence, » dit la dame, l'embrassant avec force. « Depuis petite, tu avais ce regard de quelqu'un qui voit au-delà, de quelqu'un qui se soucie vraiment des autres. » Cette nuit-là, allongée dans son lit, Sophie réfléchit au voyage inattendu que sa vie avait pris. La rencontre apparemment fortuite avec Thomas, l'opportunité qui était apparue quand elle s'y attendait le moins, la transformation graduelle d'un projet personnel en une initiative avec un potentiel d'impact réel. C'était comme si toutes les pièces d'un puzzle complexe commençaient enfin à s'emboîter. La transition du projet du papier à la réalité fut plus rapide que Sophie n'aurait pu l'imaginer. Avec le soutien institutionnel de Leroy Investissements Sociaux et la surprenante réceptivité de la direction municipale des transports, le Fonds d'assistance et d'éducation pour la circulation, désormais officiellement baptisé Projet Nouveau Départ, commença sa phase pilote seulement 3 semaines après l'événement communautaire. Un petit bureau fut installé dans une salle cédée par la mairie de quartier de la Croix-Rousse, stratégiquement située près de la fourrière municipale. Là, une équipe composée d'une assistante sociale, d'un éducateur routier et d'un avocat bénévole recevait des familles dont les véhicules avaient été enlevés et qui ne pouvaient pas assumer les coûts de l'amende et des frais d'enlèvement. Sophie partageait son temps entre le travail sur la dépanneuse, le stage chez Leroy
et des visites fréquentes au bureau du projet, où elle suivait de près chaque cas traité. C'était épuisant, mais profondément gratifiant de voir son idée prendre vie et déjà transformer des réalités. « Madame, Rousseau a appelé aujourd'hui », commenta Élise lors d'une réunion d'évaluation à la fin du premier mois du projet pilote. Elle a dit qu'elle a obtenu un emploi comme chauffeur VTC grâce aux cours de conduite défensive que nous offrons. Sa voiture était sa seule source potentielle de revenus. Et si nous ne l'avions pas aidée à la récupérer de la fourrière, elle serait dans une situation d'extrême vulnérabilité maintenant. Des histoires comme celle-ci se multipliaient, renforçant la certitude qu'ils étaient sur la bonne voie. Pour chaque famille aidée, le projet ne résolvait pas seulement un problème immédiat, la récupération du véhicule, mais offrait également des outils pour éviter des problèmes futurs à travers l'éducation routière et l'orientation juridique. Le succès initial attira l'attention des médias locaux. Le Journal de Lyon publia un reportage d'une page entière sur le projet Nouveau Départ, soulignant comment l'initiative transformait une approche traditionnellement punitive en une opportunité d'apprentissage et d'inclusion sociale. C'était l'idée de Sophie, tint à souligner Thomas, quand le journaliste demanda l'origine du projet. Elle a utilisé son expérience d'opératrice de dépanneuse pour identifier une faille dans le système et proposer une solution innovante. Voir son nom et sa photo dans le journal fut une expérience irréelle pour Sophie. Ce matin-là, en petsos, arrivant à la fourrière municipale pour son service sur la dépanneuse, elle trouva plusieurs collègues commentant le reportage, certains avec une admiration sincère, d'autres avec un scepticisme mal dissimulé. « Célèbre maintenant, hein ?»« Hey » provoqua Henri, l'un des superviseurs qui avait toujours été critique de la présence féminine dans l'équipe de dépanneuse. « Tu vas déjà nous abandonner pour devenir mondaine ?»« Ne confonds pas visibilité et vanité, Henri, » répondit-elle, gardant son sang-froid. « Je fais simplement ce que j'ai toujours cru, utiliser mon expérience pour améliorer le système, pas seulement pour fonctionner en son sein. » La réponse ferme fit taire le superviseur, mais Sophie savait que tous ne verraient pas d'un bon œil sa notoriété croissante. Le prix du protagonisme était souvent la jalousie et la méfiance de ceux qui se sentaient menacés par le changement. À la fin de cet après-midi-là, alors qu'elle terminait son service, elle reçut un message de Thomas lui demandant de se présenter d'urgence au bureau de Leroy. Le ton inhabituel de la demande la rendit anxieuse. Ces dernières semaines, son mentor s'était montré de plus en plus enthousiaste par rapport aux résultats du projet, alors que pouvait-il y avoir de si urgent au point de requérir sa présence immédiate. En arrivant à l'immeuble métropolitain, elle fut conduite non pas vers la salle de réunion habituelle, mais directement au bureau particulier de Thomas, un espace qui était rarement utilisé, puisqu'il préférait travailler dans les environnements partagés avec l'équipe. « Sophie, merci d'avoir pu venir rapidement », la salua-t-il, se levant de son bureau. Il y avait une expression sérieuse sur son visage, mais aussi une lueur particulière dans le regard. « J'ai une proposition importante à discuter avec vous. » Elle s'assit sur la chaise indiquée, essayant de contrôler sa nervosité. « Il s'est passé quelque chose avec le projet ?»« Au contraire, » répondit Thomas, un sourire adoucissant finalement son expression. « Le projet Nouveau Départ dépasse toutes les attentes. Si bien en fait que nous avons reçu une proposition de la Direction régionale des transports pour étendre le modèle à 5 autres villes de la région Rhône-Alpes. »« C'est incroyable !» s'exclama Sophie, sentant une vague de fierté. « Mais pourquoi l'urgence et le mystère ?» Thomas respira profondément avant de continuer. « Parce que cette expansion exigera une coordination centralisée, quelqu'un qui connaît le projet depuis sa conception et qui a la vision et l'engagement nécessaires pour garantir que son essence soit préservée, même à plus grande échelle. » Et de cas eut une pause significative, durant laquelle Sophie sentit son cœur s'accélérer, anticipant ce qui allait suivre. « Je veux vous offrir le poste de directrice de projets sociaux chez Leroy Investissement, avec un focus initial sur l'expansion. » Du projet Nouveau Départ, annonça Thomas. Ce serait un contrat effectif, avec un salaire compatible avec la responsabilité et la possibilité de monter votre propre équipe. Sophie eut l'impression que le sol avait disparu sous ses pieds. La proposition allait bien au-delà de ce qu'elle avait jamais imaginé. Mais, et mon travail à la mairie, le stage n'est même pas officiellement terminé. Cette proposition remplace le stage,
que je considère avoir déjà rempli son objectif, expliqua Thomas. Quant à votre travail de dépanneuse, c'est une décision que vous seul pouvez prendre. Je comprendrai parfaitement si vous voulez maintenir les deux activités pendant un certain temps, bien que la nouvelle fonction exige une dédicace significative. La tête de Sophie tournait avec des possibilités et des implications. C'était tout ce dont elle avait toujours rêvé, un travail qui valorisait sa formation académique, qui avait un but et un impact social, qui offrait des perspectives de croissance professionnelle. En même temps, cela représentait une rupture avec la sécurité de l'emploi public et avec une routine qui, malgré les défis, lui était déjà familière. « J'ai besoin de temps pour réfléchir », répondit-elle finalement. « C'est une décision trop importante pour la prendre sur un coup de tête. »« Bien sûr, acquiesça Thomas, prenez le temps dont vous avez besoin, mais sachez que cette offre reflète la confiance que j'ai en vous et en votre potentiel. Je ne vous offre pas seulement un emploi, Sophie. Je vous invite à être une partenaire dans la construction de quelque chose de vraiment transformateur. » Cette nuit fut d'intenses réflexions pour Sophie. Assise sur le petit balcon de l'appartement, observant les lumières de la ville au loin, elle pesait les chemins que la vie lui présentait maintenant. « Tu n'arrives pas à dormir, ma fille ?» demanda Madame Joséphine, la rejoignant avec 2 tasses de tisane à la camomille. « J'ai beaucoup à penser, maman, » répondit Sophie, acceptant la tisane avec gratitude. Puis, elle partagea les détails de la proposition qu'elle avait reçue. La dame écouta attentivement, ses yeux révélant un mélange de fierté et de préoccupation maternelle. « Et que dit ton cœur ? » ?»« Il dit que c'est l'opportunité de ma vie, que je peux faire une vraie différence, que je pourrai enfin utiliser tout ce que j'ai appris, tant à l'université que dans les rues, » répondit Sophie. « Mais j'ai aussi peur. Et si je ne suis pas à la hauteur ? Et si c'est juste un rêve temporaire et que j'abandonne la sécurité de mon emploi actuel pour découvrir ensuite que je n'y arrive pas ?» Madame Joséphine sourit avec tendresse. « Sophie, depuis petite, tu as toujours été la plus courageuse de mes enfants. Tu te souviens quand tu avais 10 ans et que tu as décidé de réparer toute seule cette vieille bicyclette que tu avais trouvée dans les poubelles ? Personne ne croyait que tu y arriverais. Mais tu as passé des semaines à étudier, à demander des pièces prêtées, à essayer et échouer jusqu'à ce que tu fasses fonctionner ce vélo. Vous êtes-vous déjà inscrit ? Faites-le maintenant. Et dites-nous de quelle ville vous nous suivez. » Le souvenir arracha un sourire à Sophie. Le vélo récupéré avait été son moyen de transport pendant des années, en plus d'être devenu une source de revenus quand elle avait commencé à faire de petites réparations pour d'autres enfants du quartier. « La question n'est pas de savoir si tu es à la hauteur du défi, ma fille. C'est si le défi est à la hauteur de qui tu peux devenir. » Les mots simples mais profonds de Madame Joséphine résonnèrent en Sophie. Sa mère, avec seulement le certificat d'études primaires, démontrait souvent une sagesse qui transcendait les diplômes et les titres académiques. Le lendemain matin, Sophie se réveilla avec la décision prise. Avant de se diriger vers la fourrière municipale, elle passa un appel. « Thomas, bonjour. J'aimerais discuter en personne de la proposition. Puis-je passer au bureau après mon service ?» La réponse positive de l'autre côté de la ligne apporta une sensation de finalité. Les heures suivantes sur la dépanneuse eurent une saveur douce amère. Chaque procédure réalisée, chaque voiture remorquée, chaque interaction avec les conducteurs semblait chargée d'une signification spéciale, comme si Sophie disait silencieusement adieu à une phase importante de sa vie. Durant le déjeuner, elle partagea sa décision avec Marc. « Je vais accepter le poste chez Leroy », annonça-t-elle alors qu'ils partageaient un repas dans la petite cafétéria de la Fourrière. « Je vais demander ma démission du poste de dépanneuse. » L'ami sourit sans surprise. « Il était temps. Cet endroit n'a jamais été assez grand pour toi, Sophie. J'ai toujours su qu'un jour tu prendrais ton envol. Mais je ne serais pas arrivé jusqu'ici sans ce travail, sans les expériences que j'ai eues, sans des personnes comme toi qui ont cru en moi, » répondit-elle, sentant une émotion inattendue serrer sa gorge. « C'est ce qui me rend le plus fier de toi, » dit Marc avec sincérité. « Tu n'oublies jamais d'où tu viens, même quand tu vas loin. » À la fin de son service, Sophie se dirigea vers l'immeuble métropolitain avec une sensation de finalité. Dans son bureau, Thomas la reçut avec de l'attente dans le regard. « J'accepte. Votre proposition, » annonça-t-elle directe comme toujours. « Mais j'ai quelques conditions. »
Thomas haussa les sourcils, surpris, mais fit un geste pour qu'elle continue. D'abord, je veux la garantie que le projet maintiendra son caractère, inclusif et éducatif, même avec l'expansion. Il ne peut pas devenir juste un outil de marketing social. Je suis complètement d'accord, acquiesça Thomas. Deuxièmement, je veux l'autonomie pour monter mon équipe, incluant la possibilité d'amener des personnes avec une expérience pratique, même si elles n'ont pas de formation académique conventionnelle, sensée et alignée avec notre philosophie, commenta-t-il. Et troisièmement, continua Sophie, avec une lueur déterminée dans le regard, je veux que le siège opérationnel du projet reste à la Croix-Rousse, pas ici au centre financier. Nous devons être proches de la réalité que nous voulons transformer. Thomas sourit, visiblement impressionné par la maturité et la clarté des conditions présentées. Quand vous avez marché pour la première fois dans ce bureau, il y a presque 3 mois, j'ai vu une femme talentueuse qui avait besoin d'une opportunité. Aujourd'hui, je vois une leader qui sait exactement ce qu'elle veut et comment l'obtenir. Tendant la main, il scella l'accord. Bienvenue officiellement dans l'équipe, directrice de projets sociaux Sophie Dubois. La poignée de main symbolisait non seulement un nouveau contrat de travail, mais un partenariat basé sur des valeurs partagées et une vision commune d'un futur plus juste et inclusif. Ce soir-là, en retournant à la maison, Sophie se sentait simultanément épuisée et énergisée. Les semaines à venir seraient d'intenses transitions, formaliser son départ de la mairie, monter son équipe, structurer le plan d'expansion du projet. Mais pour la première fois depuis longtemps, la fatigue était accompagnée d'un but clair et de la certitude d'être sur le bon chemin. En ouvrant la porte de l'appartement, elle fut accueillie par une odeur familière de gâteau de maïs, le préféré de la famille Dubois pour les célébrations spéciales. Dans le petit salon, elle trouva non seulement sa mère et sa sœur, mais aussi son frère Antoine, qui était venu spécialement de Paris pour l'occasion, et quelques voisins proches. « On dirait que les bonnes nouvelles volent vite », commenta-t-elle. « C'est ému par la surprise. Ta mère a dit que tu avais pris une décision importante aujourd'hui, » expliqua Antoine, l'embrassant avec force. « Et si je connais ma sœur, ce doit être la bonne décision. » Entourée par l'affection de ceux qu'elle aimait le plus, Sophie sentit la pleine dimension du voyage qu'elle était sur le point de commencer. Il ne s'agissait pas seulement d'un nouvel emploi ou d'un projet social. Il s'agissait d'honorer ses racines tout en gagnant des ailes pour voler plus haut qu'elle n'avait jamais imaginé possible. Les 6 premiers mois de Sophie comme directrice de projets sociaux furent un tourbillon de réalisation. Le projet Nouveau Départ s'étendit à 5 autres villes de la région Rhône-Alpes, chaque unité adaptée aux besoins spécifiques de sa communauté, mais conservant l'essence originale, combiner assistance financière avec éducation routière et responsabilité sociale. Le siège opérationnel à la Croix-Rousse, comme Sophie l'avait exigé, devint un point de référence non seulement pour l'accueil des familles, mais aussi pour la formation de nouveaux éducateurs et gestionnaires. Du projet, le petit espace initial céda la place à un bâtiment rénové de 2 étages où fonctionnaient des salles de consultation, une bibliothèque communautaire axée sur l'éducation routière et la citoyenneté, et un atelier de mécanique à base pour les cours professionnalisants. L'équipe s'agrandit jusqu'à 20 personnes, incluant Marc que Sophie avait convaincu de quitter la dépanneuse pour devenir coordinateur des cours pratiques. Son expérience de plusieurs années dans les rues et le respect qu'il avait gagné parmi les conducteurs faisaient de lui un instructeur naturel, capable de transmettre des connaissances techniques avec un langage accessible et le charisme qui l'avait toujours caractérisé. « Je n'aurais jamais pensé que j'enseignerais au lieu de remorquer », commenta-t-il un après-midi, après avoir donné un atelier sur l'entretien préventif à un groupe de conducteurs. « Mais je vais te confier un secret, Sophie. J'ai beaucoup plus de satisfaction à aider ces personnes à maintenir leurs voitures en état de marche qu'à les remorquer quand elles tombent en panne. » L'impact du projet commençait à se refléter dans des chiffres concrets. Réduction de 15% des enlèvements de véhicules dans les zones périphériques. Diminution de 23% des récidives d'infractions parmi les participants au programme et, plus significatif encore, une augmentation de 30% dans la régularisation volontaire de véhicules qui circulaient auparavant avec une documentation irrégulière par manque de ressources ou d'informations des propriétaires. Le partenariat avec la direction régionale des transports se renforça et de nouvelles possibilités d'expansion commencèrent à être discutées.
Il y avait des conversations préliminaires pour porter le modèle vers d'autres régions, notamment la Provence-Alpes-Côte d'Azur et l'Île-de-France, où des directions de transport avaient déjà manifesté leur intérêt. Au milieu de ce scénario prometteur, la vie personnelle de Sophie trouvait aussi un nouvel équilibre. Le salaire de directrice lui avait permis de louer un appartement plus grand, pour sa famille, toujours à la Croix-Rousse, mais dans une zone plus tranquille et proche du travail. Claire, sa sœur cadette, avait enfin obtenu une bourse complète pour la faculté de médecine, réalisant le rêve que la famille nourrissait depuis des années. La relation avec Thomas avait évolué vers une amitié solide et un partenariat professionnel basé sur la confiance mutuelle et le respect. Il était devenu une sorte de mentor, toujours disponible pour l'orientation, mais donnant à Sophie une autonomie totale pour conduire le projet de la manière qu'elle jugeait la plus adéquate. Tout semblait enfin s'emboîter, comme les pièces d'un puzzle complexe qui révélait maintenant une image harmonieuse. Jusqu'à ce qu'un mercredi matin apparemment ordinaire, tout commence à s'effondrer. « Sophie, je dois te parler de toute urgence », annonça Thomas au téléphone, sa voix habituellement calme, maintenant tendue et préoccupée. « Peux-tu venir au bureau central immédiatement ?» Le ton inhabituel l'alarma. « Bien sûr, je suis en route. Quelque chose de grave s'est produit ?»« Je préfère t'expliquer en personne. S'il te plaît, viens le plus vite possible. » Le trajet de la Croix-Rousse jusqu'au centre n'avait jamais semblé si long. Sophie sentait une appréhension croissante, imaginant ce qui aurait pu perturber Thomas au point de briser son comportement habituellement serein. En arrivant à l'immeuble métropolitain, elle fut conduite directement à la salle de réunion, la principale, où elle trouva non seulement Thomas, mais aussi Pierre, l'avocat de l'entreprise, et deux hommes qu'elle ne connaissait pas, vêtus de costumes impeccables et avec des expressions graves. « Sophie, merci d'être venue si rapidement. » La salua Thomas, lui indiquant une chaise. « Voici messieurs Laurent Dupont et Jean Mercier de l'audit externe que nous avons engagé. » Après les présentations formelles, Thomas alla droit au but, sa voix contrôlée mais visiblement tendue. « Nous faisons face à une crise, Sophie. Une crise sérieuse qui peut compromettre non seulement Leroy Investissement, mais tous les projets sociaux que nous soutenons, y compris le nouveau départ. » La révélation tomba comme un coup de tonnerre sur Sophie. Quel genre de crise? L'un des auditeurs, M. Dupont, prit en charge l'explication. Nous avons identifié des irrégularités comptables significatives dans l'une des entreprises du groupe Leroy, spécifiquement dans la division d'investissements immobiliers. Apparemment, l'un des directeurs financiers a utilisé sa position pour détourner des ressources et falsifier des rapports de résultats. Mais cela n'a pas de relation directe avec les projets sociaux, observa Sophie, essayant de traiter l'information. Notre division a une comptabilité séparée, transparente, auditée régulièrement. Le problème, interrompit Thomas, c'est que ce directeur, François Martin, était l'un des responsables de l'approbation des fonds pour tous les secteurs du groupe. Quand nous avons suspecté les irrégularités et l'avons écarté, il a lancé une campagne diffamatoire, alléguant que les détournements étaient pour financer des projets sociaux déficitaires. « C'est absurde !» s'exclama Sophie indignée. « Nos projets ont des redditions de comptes impeccables. Chaque centime est documenté. Nous avons même un audit volontaire d'un comptable de la communauté pour garantir la transparence. »« Nous le savons, » assura Thomas. « Mais François a des connexions dans la presse et a déjà planté l'histoire dans certains médias. Jusqu'à ce que l'enquête soit conclue et son innocence prouvée, nous faisons face à une tempête de méfiance. » L'autre auditeur, M. Mercier, compléta. « Le problème le plus immédiat est le gel des comptes de la division immobilière par décision judiciaire. Comme une partie significative du budget des projets sociaux provient de là, vous pourriez faire face à des restrictions de ressources dans les prochains mois. » La nouvelle frappa Sophie comme un coup de poing dans l'estomac. Le projet Nouveau Départ, qui assistait maintenant des centaines de familles dans 6 villes, dépendait du flux constant de ressources pour maintenir ses opérations, payer l'équipe, financer les cours et le fonds d'assistance. « Combien de temps avant que cela se résolve ?» demanda-t-elle, essayant de garder son calme. « Au minimum 3 mois dans le scénario le plus optimiste, » répondit Pierre, l'avocat. « Nous rassemblons toute la documentation nécessaire pour prouver l'honnêteté de l'entreprise et des projets sociaux, mais les procédures judiciaires ont leur propre rythme. »
Thomas observait Sophie avec attention, percevant comment elle traitait l'information, comment son esprit cherchait déjà des solutions au lieu de se perdre dans la panique ou l'indignation. Nous avons approximativement 2 mois de réserve opérationnelle pour le projet Nouveau Départ, informa-t-il. Après cela, nous devrons réduire drastiquement les opérations ou trouver des sources alternatives de financement. 2 mois, répéta Sophie, comme si elle calculait mentalement. C'est un temps suffisant pour développer un plan de contingence. La réunion se poursuivit pendant 1 heure de plus, avec des détails sur la situation légale, les stratégies de communication pour minimiser les dommages à l'image du groupe et les scénarios possibles pour les prochains mois. À la fin, seuls Sophie et Thomas restèrent dans la salle. « Je suis désolé de t'impliquer dans tout ça, » dit-il, visiblement abattu. « J'ai dédié ma vie à construire une entreprise qui combine résultats financiers et impact social positif. Voir tout cela menacé à cause de la malhonnêteté d'une personne. » « Ne te culpabilise pas, » interrompit Sophie avec fermeté. « L'important maintenant est de protéger ce que nous avons construit, spécialement l'impact sur la vie des personnes qui dépendent de nos projets. » Il y eut un moment de silence, durant lequel Thomas sembla peser ses prochains mots. « Sophie, si tu veux t'éloigner jusqu'à ce que tout cela soit résolu, je comprendrai. Ta réputation professionnelle est en jeu et tu as une brillante carrière devant toi. » La suggestion l'a pris par surprise. « M'éloigner? Au moment où le projet a le plus besoin de leadership? Pas question. Mais le scandale, les accusations... » « Thomas, » interrompit-elle avec une détermination tranquille. « Quand tu m'as trouvé au volant de cette dépanneuse, je ne faisais pas que remorquer des voitures. J'apprenais à affronter des situations difficiles, à gérer des personnes en moments de crise, à garder mon calme quand tout autour semble chaotique. Je n'abandonnerai pas le navire à la première tempête. » Un sourire fatigué mais sincère illumina le visage de Thomas. « Je savais que j'avais vu quelque chose de spécial en toi ce jour-là. » En retournant au siège du projet Nouveau Départ, Sophie réunit les principaux coordinateurs pour partager la situation. Elle opta pour la transparence totale, sachant que les rumeurs et les demi-vérités pourraient être plus préjudiciables que la dure réalité. Donc, fondamentalement, nous avons 2 mois pour trouver un financement alternatif où nous devrons réduire drastiquement nos opérations, résuma Marc après l'explication détaillée. Exactement, confirma Sophie. Et je veux que tous sachent, je ne permettrai pas que le projet s'arrête. Nous devrons peut-être nous adapter, réduire temporairement, chercher de nouveaux partenariats, mais le nouveau départ continuera. Élise, la sociologue devenue coordinatrice de méthodologie du projet, souleva une question cruciale. Et les familles qui sont déjà dans le programme, les engagements déjà pris? Ce sont notre priorité absolue, garantit Sophie. Personne qui reçoit déjà de l'aide ne sera abandonné. Si nécessaire, je réduirai mon propre salaire à 0 pour garantir cela. La déclaration eut un impact sur l'équipe. Ce n'était pas juste de la rhétorique. Tous ici connaissaient suffisamment Sophie pour savoir qu'elle ferait exactement cela si nécessaire. Les jours qui suivirent furent de travail intense. Sophie, pratiquement, s'installa au bureau, dormant peu d'heures sur le canapé de la salle de repos, complètement immergée dans la recherche de solutions. Sa formation en gestion, combinée avec l'expérience pratique acquise dans les rues et la connaissance du fonctionnement du système public, se révélait un atout précieux en ce moment critique. 1 semaine après la révélation de la crise, elle présenta à Thomas un plan de contingence complet. « Je l'ai divisé en 3 fronts d'action », expliqua-t-elle, montrant un diagramme détaillé. Premier, optimisation des ressources. J'ai identifié où nous pouvons réduire les coûts sans compromettre la qualité du service. Deuxième, captation. Alternative. J'ai répertorié des entreprises, fondations et même des individus qui pourraient avoir intérêt à soutenir le projet durant cette période transitoire. Et troisième, partenariat élargi avec les pouvoirs publics. J'ai élaboré une proposition pour que les mairies et le conseil régional assument temporairement une plus grande part des coûts, considérant l'économie que le projet apporte, déjà aux caisses publiques. Thomas analysa le matériel avec une attention croissante. « C'est extraordinaire, Sophie. En 1 semaine seulement, tu as développé un plan plus complet et viable que ce que beaucoup de consultants spécialisés pourraient se faire en 1 mois. » « J'ai eu de bons professeurs, » répondit-elle avec un sourire fatigué. «
tant à l'université que dans les rues, et j'ai une équipe incroyable qui n'a pas ménagé ses efforts pour contribuer. La mise en œuvre du plan commença immédiatement, tandis que l'équipe juridique de Leroy travaillait à résoudre la crise légale. Sophie se concentrait sur la garantie de la survie du projet Nouveau Départ. Jour après jour, elle se réunissait avec des soutiens potentiels, négociait avec des directions municipales, réorganisait des processus internes pour maximiser l'efficacité. L'usure était visible. De profonds cernes marquaient son visage. La voix défaillait occasionnellement en raison de l'extrême fatigue, mais la détermination restait inébranlable. Quand Madame Joséphine exprima son inquiétude pour sa santé, Sophie se contenta de sourire et dit « Maman, je suis fatiguée mais pas vaincue. Il y a beaucoup de gens qui comptent sur nous. » Un mois après le début de la crise, les premiers résultats positifs commencèrent à apparaître. 3 entreprises locales s'engagèrent à financer les cours professionnalisants pendant 6 mois. La Direction régionale des transports anticipa le renouvellement du partenariat, garantissant des ressources pour le fonds d'assistance. Une 600 campagne de financement participatif, initiée par d'anciens bénéficiaires du projet, récolta suffisamment pour maintenir la bibliothèque communautaire en fonctionnement. Plus significatif encore fut le mouvement spontané qui surgit parmi les participants même du programme. Des conducteurs qui avaient été aidés par le projet commencèrent à s'organiser comme bénévoles, offrant leur temps et compétences pour maintenir les activités essentielles. Un groupe de mécaniciens formés dans les cours du Nouveau Départ monta un atelier solidaire où ils réalisaient de petites réparations à prix accessible, destinant une partie de la valeur au projet. « Tu vois, tu as planté des graines qui maintenant fleurissent », commenta Marc, montrant à Sophie une vidéo d'un des bénévoles expliquant pourquoi il avait décidé d'aider. Ces personnes ont compris que le projet n'est pas une question de charité, mais de communauté. L'observation toucha Sophie profondément. Au milieu de la turbulence de la crise, émergeait une compréhension plus claire du véritable impact du travail qu'il réalisait. Non seulement résoudre des problèmes immédiats, mais renforcer le tissu social, créer des liens de solidarité et de responsabilité partagée. Tandis qu'elle marchait dans les rues de la Croix-Rousse ce soir-là, réfléchissant à tout ce qu'ils avaient acquis et aux défis qu'ils affrontaient encore, Sophie réalisa que la crise, paradoxalement, renforçait le projet de manière qui n'aurait pas été possible dans des circonstances normales. L'adversité révélait non seulement la résilience de la structure qu'ils avaient créée, mais aussi la profondeur des racines que le Nouveau Départ avait déjà établies dans la communauté. 3 mois après le début de la crise, le siège du projet Nouveau Départ à la Croix-Rousse pulsait d'une énergie renouvelée. La cour intérieure, auparavant un simple parking, avait été transformée en un espace de convivialité où bénévoles et bénéficiaires se réunissaient quotidiennement. Sous l'ombre d'une grande bâche colorée, improvisée comme couverture, des tables et bancs en bois recyclé accueillaient des groupes d'études, des ateliers pratiques et des cercles de conversation. Sophie observait cette scène depuis la fenêtre de son bureau, une petite salle au 2e étage qui ressemblait davantage à un centre d'opération d'urgence, avec des cartes, des graphiques et des listes de tâches couvrant presque toutes les surfaces disponibles. Les derniers mois avaient été les plus exigeants de sa vie professionnelle, mais aussi les plus transformateurs. Un coup léger à la porte interrompit ses pensées. C'était Marc, portant 2 tasses de café et un journal sous le bras. « J'ai pensé que tu aurais besoin de caféine », dit-il, posant l'une des tasses sur le bureau. « Et j'ai aussi pensé que tu aimerais voir ça. » Le journal était l'édition de ce matin du Lyon Matin, avec un titre en une « La justice innocente, le groupe Leroy des accusations de détournement. L'ex-directeur financier avoue la fraude. » Enfin, soupira Sophie, sentant un poids invisible quitter ses épaules, tandis qu'elle lisait le reportage complet. Après 3 mois d'investigation, la vérité était apparue au grand jour. François Martin, l'ex-directeur financier, avait avoué le système de détournement pour son bénéfice personnel, innocentant complètement Thomas et Leroy Investissement. « Une bonne nouvelle sans doute », commenta Marc, savourant son café. « Mais je crois que la meilleure nouvelle n'est pas encore dans les journaux. » Sophie leva les yeux, curieuse. « Comment ça? Tu sais ce sondage qu'on a commencé à faire pour comprendre l'impact de la crise sur le projet? Je l'ai finalisé hier soir, et les résultats sont surprenants.
Marc ouvrit un dossier sur la table et commença à montrer les chiffres. Malgré les difficultés financières, le projet Nouveau Départ n'avait pas seulement survécu, mais s'était renforcé à certains égards. Le nombre d'interventions n'avait baissé que de 12%, bien moins que les 40% initialement craints. Le réseau de bénévoles s'était développé exponentiellement, avec plus de 150 nouveaux collaborateurs réguliers. Les partenariats avec des entreprises locales, initialement d'urgence, se consolidaient comme des relations durables. Le plus impressionnant, souligna Marc, pointant un graphique, c'est le taux de récidive. Il est tombé à seulement 7% parmi les participants du programme. C'est le chiffre le plus bas depuis que nous avons commencé à collecter ces données. Sophie analysa les chiffres avec attention. C'est comme si la crise nous avait forcés à réinventer le projet, le rendant encore plus efficace et enraciné dans la communauté. Exactement. Quand nous avions des ressources abondantes, il y avait peut-être une tendance à résoudre les problèmes avec de l'argent, réfléchit Marc. La pénurie nous a obligés à être plus créatifs, à mobiliser d'autres types de ressources, spécialement le potentiel humain de la communauté elle-même. La conversation fut interrompue par le téléphone. C'était Amélie, l'assistante de Thomas, informant que celui-ci était en route vers la Croix-Rousse et aimerait réunir toute l'équipe de coordination pour une annonce importante. La nouvelle se répandit rapidement dans les locaux, générant un mélange d'expectative et d'anxiété. Bien que le nom de Thomas et de l'entreprise ait été officiellement blanchi, des doutes planaient encore sur l'avenir du financement pour les projets sociaux. Ponctuellement, à 14 heures, la voiture discrète de Thomas se gara devant le bâtiment. Il y avait quelque chose de différent dans son expression quand il entra dans l'espace de convivialité où l'équipe l'attendait déjà. Une nouvelle sérénité, comme s'il était passé par un processus de purification à travers l'épreuve. Avant toute annonce formelle, je veux remercier chacun d'entre vous, commença-t-il, regardant dans les yeux chaque personne présente. Dans les moments les plus difficiles, nous révélons qui nous sommes vraiment. Et vous avez démontré un engagement et une capacité de résilience qui vont bien au-delà de toute relation contractuelle. Son regard s'attarda particulièrement sur Sophie. Certains se sont révélés de vrais leaders, capables de transformer la crise en opportunité, d'inspirer les autres quand tout semblait perdu. Il y eut un moment de silence respectueux avant que Thomas ne continue. Comme vous le savez, déjà probablement, la justice a finalement clarifié toute la situation. Le dégel des comptes a déjà été autorisé et nous sommes en processus de normalisation des opérations financières du groupe. Un soupir collectif de soulagement parcourut l'assemblée. Thomas leva la main, indiquant qu'il n'avait pas terminé. Mais les derniers mois m'ont fait réfléchir profondément sur l'objectif de Leroy Investissement et la direction que nous devons prendre à partir de maintenant. Et c'est de cela que je veux vous parler aujourd'hui. Dépliant une grande carte de France sur l'une des tables, Thomas commença à expliquer sa vision. La crise, au lieu d'affaiblir son engagement envers l'impact social, l'avait renforcé. Il prévoyait maintenant d'étendre significativement l'investissement dans des projets comme le Nouveau Départ, portant le modèle vers d'autres régions du pays, spécialement des zones défavorisées du Nord et de l'Est. Mais pour cela, continua-t-il, j'aurai besoin de restructurer le leadership de l'entreprise. Le secteur des investissements immobiliers sera réduit et je compte consacrer personnellement plus de temps aux projets sociaux. Se tournant vers Sophie, avec un sourire qui mêlait fierté et attente, Thomas fit l'annonce qui changerait définitivement le cours de sa carrière. « Sophie, j'aimerais t'inviter à assumer la direction nationale des projets sociaux de Leroy. Tu serais responsable de coordonner l'expansion du projet Nouveau Départ et de développer de nouveaux programmes alignés avec notre mission. C'est une fonction qui exigera des voyages fréquents, la formation de nouvelles équipes et beaucoup de responsabilités stratégiques. » La proposition tomba comme une bombe dans le petit cercle réuni. Tous les regards se tournèrent vers Sophie, dont l'expression initiale de choc laissa place à une intensité réflexive. « C'est un immense honneur, Thomas, » répondit-elle après un moment de réflexion. « Mais avant d'accepter, je dois mieux comprendre ce qu'il adviendrait de l'unité de la Croix-Rousse, de l'équipe que nous avons construite ici. » La question ne surprit pas Thomas. C'était exactement le type de préoccupation qu'il attendait de Sophie. Penser d'abord à l'impact sur les personnes et la communauté, avant de considérer sa propre avancée professionnelle. « J'ai une proposition, »
Pour cela aussi, répondit-il. Marc assumerait la direction de l'unité La Croix-Rousse, qui deviendrait un centre de formation pour les gestionnaires des nouvelles unités. En sens, d'autres termes, votre travail pionnier non seulement continuerait, mais deviendrait l'école pour tous les nouveaux projets. La mention de son nom fit Marc s'étouffer avec le café qu'il buvait. Moi, directeur, mais je n'ai même pas de formation supérieure. Tu as quelque chose de bien plus précieux, rétorqua Thomas. La connaissance pratique, le respect de l'équipe et de la communauté, et la capacité de traduire des concepts complexes en actions concrètes. Les universités forment des gestionnaires tous les jours, Marc. Les leaders authentiques sont beaucoup plus rares. La réunion se prolongea pendant 2 heures encore, avec des discussions animées sur l'avenir du projet, les lieux potentiels d'expansion et les adaptations nécessaires pour différents contextes régionaux. À la fin, quand la majorité s'était déjà dispersée pour reprendre ses activités, Sophie et Thomas restèrent à discuter dans la cour, maintenant illuminée par le soleil de fin d'après-midi. « Alors, tu acceptes le défi ?» demanda-t-il finalement. Sophie contempla l'espace autour, les bénévoles encore au travail, les familles qui arrivaient pour être reçues, la vie vibrante qu'ils avaient créée ensemble dans ce petit coin de la Croix-Rousse. « J'accepte », répondit-elle avec la certitude tranquille de quelqu'un qui reconnaît son chemin, mais avec une condition. « Je t'écoute. Je veux que le prochain grand projet soit spécifiquement focalisé sur les femmes chefs de famille, comme ma mère l'a été. Des femmes qui affrontent des barrières doublées pour garantir la mobilité, l'emploi et la dignité. » Thomas sourit, tendant la main pour sceller l'accord. Marché conclu. En fait, je pensais déjà à quelque chose de similaire. Les grands esprits pensent pareil, compléta Sophie, serrant sa main avec fermeté. Ce soir-là, en partageant les nouvelles avec sa famille, Sophie fut surprise par la réaction de Madame Joséphine. Au lieu de l'inquiétude qu'elle attendait, après tout, le nouveau poste exigerait des voyages fréquents et encore plus de responsabilités, elle trouva un soutien inconditionnel. « Ma fille, quand tu es née, j'ai regardé ton petit visage. Et j'ai su que tu irais loin, » dit la dame, les yeux embués. « Je ne savais pas comment ni où, mais je sentais que tu avais un but plus grand dans cette vie. »« Je ne sais pas si c'est un but plus grand, maman, » répondit Sophie, émue. « Je sais seulement que j'ai trouvé quelque chose qui me complète, qui me fait sentir que je fais vraiment une différence. » C'est ça, un but, ma fille. Beaucoup de gens passent toute leur vie sans trouver le leur. 6 mois plus tard, Sophie était à Marseille, accompagnant l'inauguration de la première unité méditerranéenne du projet Nouveau Départ. Adapté à la réalité locale, le programme incluait maintenant aussi un soutien pour les pêcheurs artisanaux, dont les bateaux étaient fréquemment saisis pour des irrégularités documentaires qu'ils n'avaient pas les moyens de résoudre. Debout, aux côtés des autorités locales, observant la file de personnes qui attendaient déjà d'être reçues, Sophie ressentit une émotion profonde en reconnaissant le potentiel transformateur de ce travail. Chaque unité du projet était une graine plantée capable de germer et créer ses propres racines, s'adaptant au sol spécifique où elle croissait. Le téléphone vibra dans sa poche. C'était un message de Marc avec une photo de l'équipe, de la Croix-Rousse réunie sous la bâche colorée de la cour, tous faisant un signe positif. La légende disait « Fiers de notre ambassadrice en Méditerranée, ici nous continuons fermement, formant la prochaine génération de transformateurs sociaux. » Ce simple message cristallisa pour Sophie le voyage extraordinaire qu'elle avait vécu ces 2 dernières années. De la cabine d'une dépanneuse municipale au leadership d'un projet national, son chemin avait été tout sauf conventionnel. Et c'était peut-être précisément pour cela, pour avoir expérimenté les défis concrets de la rue, pour connaître dans sa chair les difficultés qu'elle cherchait à résoudre, qu'elle parvenait maintenant à diriger avec authenticité et vision. La cérémonie d'inauguration était sur le point de commencer. Ajustant le microphone, Sophie se prépara à raconter l'histoire du projet Nouveau Départ à ce nouveau public. Mais cette fois, elle inclurait également sa propre histoire, non par vanité, mais parce qu'elle avait compris que les témoignages personnels de transformation étaient de puissants outils d'inspiration. Il y a 2 ans, j'étais au volant d'une dépanneuse, remorquant la voiture d'un homme qui, sans que je le sache, changerait complètement le cours de ma vie, commença-t-elle, captant immédiatement l'attention de tous.
Ce que j'ai appris dans ce voyage, et ce que j'espère que chacun d'entre vous emportera aujourd'hui, c'est que nous ne devons jamais sous-estimer le pouvoir d'une rencontre, d'une opportunité embrassée avec courage, d'une idée qui naît de l'observation directe de la réalité. Pendant qu'elle parlait, Sophie aperçut Thomas dans la dernière rangée de l'assistance, préférant comme toujours rester discret. Ils échangèrent un bref regard de complicité et gratitude mutuelle, le regard de deux personnes qui, venues de mondes apparemment distincts, avaient découvert un but commun et la force transformatrice de la collaboration authentique. Le nom de notre projet n'a pas été choisi par hasard, continua-t-elle, s'adressant maintenant spécialement aux familles qui attendaient d'être reçues. Nous croyons que tous méritent la chance d'un nouveau départ, de transformer les difficultés en apprentissage, de convertir les obstacles en opportunités. Et plus important, nous croyons que ce nouveau départ est une construction collective où chacun contribue avec ce qu'il a de meilleur. En finalisant son discours, Sophie eut la certitude sereine qu'elle était exactement où elle devait être, faisant exactement ce qu'elle devait faire. Le chemin ne serait pas toujours doux, il y aurait de nouveaux défis, des obstacles inattendus, des moments de doute. Mais elle portait maintenant une compréhension profonde de sa propre capacité de résilience et d'adaptation. Des rues de Lyon aux quatre coins de la France, le voyage de Sophie Dubois ne faisait que